Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, car oui, nous sommes sur cette fin de semaine, semaine importante qui a été marquée principalement par une accélération haussière qu'on a vécue, une très très bonne semaine, on va le voir dans quelques instants, qui marque bientôt la fin du mois de septembre, et oui, dans quelques jours, c'est la fin du mois de septembre, et on va entamer le dernier trimestre qui est toujours très important, octobre, qui l'année dernière nous a transformés dans une fusée totalement et qui nous en est très vite à un nouvel ATH. Et oui, ça a été octobre, puis les ETF en 2023. Est-ce que ça va être la Fed et les élections américaines qui vont nous amener cette année sur justement un nouvel ATH? Encore une fois, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on pousse et qu'on pousse dur. On va regarder tout ça ensemble. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle que je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et qu'on va faire un tour sur les news du jour. Et je vous fais une petite piqûre de rappel que dimanche 29 septembre à 18h, vous aurez une masterclass d'1h30 au moins, peut-être même plus, dans lequel je vais revenir exactement sur ce qui se passe dans le marché, pourquoi c'est intéressant, comment aborder les 4 mois qui vont arriver, comment structurer une belle stratégie par rapport à ça. Ce sera sous inscription, c'est en commentaire d'inscription, c'est 100% gratuit si jamais ça vous intéresse. Alors, on va commencer une nouvelle pour rappeler qu'on va rentrer dans Uptober, et oui, ce n'est plus octobre, ce n'est plus October, c'est Uptober parce que c'est la saisonnalité. Octobre et ensuite novembre, mais surtout octobre et novembre, sont vraiment 2 mois qui sont très forts en crypto, dans lesquels on fait beaucoup de performances, et même juste en une semaine. Et oui, il suffit simplement d'une semaine en crypto pour arriver à faire des très très belles performances. On rappelle que ce sont des mouvements qui sont aussi très très forts, il va falloir s'assurer justement de suivre ce qui se passe, et justement le but c'est de clôturer ça. C'est pour ça aussi que je vous fais le webinaire sur dimanche 29 septembre, parce qu'on va pouvoir clôturer ce mois de septembre ensemble. Dans les nouvelles, nous avons Robinhood et Revolut qui envisagent de lancer leur stablecoin. On voit que c'est en train de s'accélérer sur beaucoup de choses. Le marché des stablecoins, c'est quelque chose qui est quand même énorme, 170 milliards de dollars, qui imprime des milliards de dollars en bénéfices. Regardez USDT, regardez Tether. Tether, qui est une société de moins de 100 salariés et qui imprime plus que BlackRock. En termes de bénéfices, c'est juste énorme, donc c'est normal qu'on retrouve des institutions qui essaient de lancer leur stablecoin. On a Revolut, on a Robinhood, et je suis sûr et certain que nous aurions des grosses banques s'il n'y avait pas un blocage politique de ce côté-là, et je pense que ça va être un gros combat de la réglementation. On l'a déjà vu l'année dernière, ça a été veto par l'administration Biden, mais on le garde en tête, on en reparlera certainement plus tard. On va parler un peu de la SocialFi, c'est un narratif qui a fait beaucoup parler de lui, dans lequel on a eu des grosses initiatives, dans lequel on retrouve Lens Protocol, qui est un protocole qui permet de construire des applications décentralisées sociales, dans lequel on a la possibilité d'échanger des messages, de garder chaque message comme étant un NFT, bref, il y a tout un arsenal du Web3 dedans, sauf que on voit que ça prend pas, il y a assez peu de personnes dessus, assez peu d'utilisation, il y a eu un engouement qui s'est effectué avec Friend.tech, qui a beaucoup fait parler de lui avec énormément de spéculation autour, mais ça a très vite disparu, à tel point que quelques mois après, ils ont plié bagage pour fermer entièrement. Donc forcément, oui, il y a un gros travail à faire, une grosse réflexion. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin réellement du Web3 dans la notion de SocialFi, ou est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on ne doit pas passer par autre chose, comme par exemple se greffer à quelque chose qui existe déjà? Comme par exemple, on peut le voir avec Ton, la crypto de Toncoin, et Telegram, dans lequel les deux arrivent à créer un écosystème. Et justement, on commence à avoir des initiatives, comme par exemple Coin Protocol, dans lequel vous avez ici une application qui est directement liée à X, et qui vous permet d'avoir accès, par exemple, à tout un système d'utilisateurs de compétition. Vous pouvez échanger les pets que vous avez, etc., etc. C'est un système qui est en cohérence, qui apporte une couche potentiellement de Web3, une application Web2. On est un peu dans l'utilisation de Telegram. Pourquoi pas? Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en commentaire. En tout cas, ce sont les types d'initiatives qui peuvent peut-être vraiment apporter une touche de Web3 utile, ou en tout cas qui rendent amusant l'utilisation d'une application Web2, et c'est aussi le Web3. Le Web3, il y a une partie utile, mais il y a une partie aussi gaming, il ne faut pas l'oublier, et quand on arrive à gamifier les deux, on a été très fort en 2020 et 2021 dessus. Est-ce qu'on le sera aussi fort en 2024-2025? C'est la grande question qui va falloir se poser. En tout cas, vous avez tout en
description si jamais ça vous intéresse. On va avancer un peu dans la réglementation parce qu'on a Gary Gensler avec pas mal d'interventions de Gary Gensler et notamment la définition d'exchange qui pose problème, notamment la définition d'exchange qui est en train d'essayer d'être modifiée avec la notion de dealer qui est le rôle justement des différents participants au marché. Et cette définition est très compliquée parce que justement elle n'inclut pas tout ce qui est algorithmique, elle n'inclut pas tout ce qui est high frequency et aussi tout ce qui peut être finance décentralisée. Et c'est là-dessus où il y a une forme de zone grise qui est très compliquée pour la SEC, et à un moment donné, il y a la SEC et la CFTC, et c'est cette zone grise au niveau de la réglementation qui fait que les deux sont en confrontation actuellement. Il va falloir surveiller cette partie-là dans laquelle potentiellement on pourrait avoir des actions de la SEC mises en place. On note aussi que Gary Gensler, malgré le fait que les élections américaines sont en cours, a toujours la même tonalité, a toujours les mêmes propos, avec derrière une explication en disant que l'industrie crypto ne persistera pas sans la protection des investisseurs. On est toujours dans la même démarche, c'est-à-dire ouvrez-vous, faites du KYC, et globalement tout va bien se passer. Bon, c'est toujours très compliqué, surtout dans la finance centralisée, et sur le positionnement de Gary Gensler. Il a toujours bien noté, cette fois-ci encore, que Bitcoin était bien une commodities, mais globalement on reste toujours dans la même idéologie que tout le reste, c'est des scams. D'un autre côté, on peut se poser la question si Gary Gensler n'est pas un BTC maximaliste déguisé à la tête de la régulation américaine. Ça pourrait être aussi cohérent comme scénario. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, nous avons Avalanche qui continue, en tout cas à arroser. On avait vu qu'ils avaient déjà lancé plusieurs fonds et là, ils rallongent encore 40 millions de dollars de grant pour tous les développeurs qui veulent construire des applications sur Avalanche. Et oui, ça continue. On savait qu'ils avaient des fonds, on sait que ça continue. Et il y en a certaines autres blockchains qui ont aussi des fonds et forcément, dès qu'on a ce type d'annonce, on a de la valorisation qui rentre en cours. Tout à l'heure, on parlait de stablecoin. Et oui, il n'y a pas que, justement, les grands qui veulent faire du stablecoin. On a aussi Ethena qui a un stablecoin qui est déjà plus ou moins algorithmique, backé, avec une position hedgée. Bref, on va pas revenir sur Ethena, mais en tout cas sur ce qui existe déjà. Mais ils veulent lancer un stablecoin basé sur le BUIDL de BlackRock. Je rappelle que BUIDL de BlackRock, c'est un projet de tokenisation de la dette américaine sur Ethereum. Alors du coup, c'est intéressant, oui, mais ça veut dire qu'on va backer un stablecoin sur une crypto qui elle-même est backée sur quoi? Sur de la dette américaine qui elle-même est backée sur quoi? Sur du dollar. Bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est globalement, on rajoute de couche sur couche sur couche. Bon, je pense que c'est plus une façon de pouvoir faire une forme de présentation dans laquelle on met Ethena avec derrière BlackRock. Et voilà, c'est un coup de com', mais on a vraiment cette réflexion de se dire, ok, comment on est capable de pouvoir créer de la tokenisation? Oui, on est capable de créer de la tokenisation, mais est-ce qu'il y a un intérêt? Pas forcément, là, dans ce cas-ci. Dans les nouvelles purement macro, nous avons la Chine qui s'apprête à lancer 284 milliards de dollars de dette souveraine. C'est énorme, qui montre que l'économie chinoise a quand même pas mal de mal en fait à lever de la dette et doit lever de la dette pour continuer son évolution. Là-dessus, ça montre aussi un tournant où on a une Chine qui commence à rentrer vraiment dans la spirale de la dette. Alors, on est quand même très très loin de ce qu'on connaît, les Américains, etc. Mais ça veut dire qu'on a peut-être un tournant direct qui pourrait se faire au niveau de l'économie mondiale, ça va être à surveiller, voir surtout comment les transferts de fonds entre la dette américaine et la dette chinoise va se faire, mais on va avoir, je pense, dans les années qui viennent, pas mal de changements de ce côté-là, et c'est quelque chose qui va être à retenir. Dans les news macroéconomiques, on a eu hier 218 000 inscriptions au chômage, plutôt positif. On est toujours bien bas, il faut tenir le bas, hein, bien sûr, pour que on valide bien que la démarche de baisse des taux de Jérôme Powell soit actée. Ça veut dire qu'on est bien dans une baisse structurelle qui est pour, justement, montrer qu'on dirige vers un soft landing. Et on a le PIB T2 qui est resté à 3%, donc on est plutôt positif. Ce qu'on attend encore, c'est aujourd'hui 14h30. Ici, PCE Core, il va pas falloir se louper du tout. Il va falloir être dans les clous. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va avoir le Nasdaq qui va pousser. Nasdaq qui a été très propre d'ailleurs. On le notera ici, dans lequel on a fait une phase d'expansion. On est allé retester ce bloc ici. Et ensuite, on est allé faire un pullback sur la résistance qui est devenue un support. Vraiment très clean, classique. Hein. On n'a pas besoin de faire trop d'analyse. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très propre. S&P, on est vraiment sur de la construction plutôt classique aussi.
peu de volatilité, hein. On voit qu'on a beaucoup de mal de ce côté-là, assez peu de volatilité sur le marché tradi, parce que principalement, on attend la clôture du mois, on attend aussi la mise en place ici des PCE Core, et encore une fois, je le répète, la clôture du mois qui va être très importante, dans lequel aura lieu l'expiration des options, donc forcément un petit peu de volatilité, en tout cas c'est ce qui est attendu, surtout que le vendredi, on est habitué à avoir de la volatilité sur le marché tradi, et potentiellement aussi sur BTC. BTC dans lequel on est en train de travailler une zone qui est très importante, hein. On le voit bien ici que cette accélération haussière weekly nous montre que c'est la 3e semaine d'affilée qu'on travaille à la hausse et on est en train d'aller tacler cette partie-là qui est très importante. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on est allé chercher la liquidité. Cette recherche de la liquidité a fait principalement qu'on a été rejeté, on n'a pas consolidé au-dessus, mais la réaction baissière est quand même très très faible. Et cette réaction baissière très faible montre aussi qu'il y a toujours une validation d'une volonté haussière. Et pour moi, je vais même aller encore plus loin. Je vais vous dire que ici, si on prend le retracement de Fibonacci, hop, on va retirer cette partie-là. On va juste reprendre le dernier mouvement que l'on a sur un retracement de Fibonacci avec la dernière zone. Pour moi, même si on se retrouve avec un cours qui va chercher ici le 382, voire le 0,5, pour moi, ça restera excessivement bullish et dans lequel on ira certainement chercher cette zone-là. Il n'y a que la rupture des 61 500, ici, la rupture de cette zone-là, qui fera que certainement on changera de dialogue. Mais là, pour moi, on a vraiment une montée en puissance très forte, hein. Je vous rappelle qu'on se dirige vers October. October, c'est demain, un petit peu la façon de parler. Donc, plus on va arriver dans le mois d'octobre, plus on va avoir une hype qui va monter et plus on aura une agressivité du marché qui va rentrer dans une phase d'auto-réalisation et on va avoir un travail du cours sur justement cette oblique, hop, on dézoome, qui, on le rappelle, est toujours bien présente et qui est importante parce que c'est le bull flag. Si on casse cette partie-là et qu'on va chercher l'équité de ce top-là à 70 150, on va dire 70 200, ça veut dire que globalement, on va aller faire un gros short squeeze et on va accélérer très vite, très fort. Si on doit représenter sur notamment le CME, et je reprends le graphique que je vous ai présenté il y a de ça quelques jours, dans lequel on avait bien la zone de liquidité qui était ici, on a bien ici la clôture du mois précédent qui se trouve ici à 65 000, on est allé chercher la selling zone qui est l'order bloc qui se trouve ici, et on a été rejeté. Est-ce que c'est suffisant? Non, j'ai envie de vous dire que c'est cohérent, et si on regarde ici la zone de résistance qu'on avait posée à l'époque, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à la zone que je vous ai donnée tout à l'heure de résistance avec le 0,5 qui se trouve ici, dans lequel on va avoir certainement un travail du cours. Même si on est rejeté, il va falloir s'accrocher de ce côté-là. L'autre point important, c'est qu'on a toujours le gap CME qui est là, 54 500. On y va maintenant, on y va plus tard, on y va dans le prochain bear market. Au choix, dans tous les cas, on aura une réponse rapidement. Le temps presse, et ça c'est une réalité. On a beau être pressé, là en fait le cours lui-même est pressé, donc c'est plutôt positif. Et je voulais juste vous montrer quelque chose, c'est que quand on regarde en mois, sur le mois de septembre, on a ravalé quasiment tout le mois précédent. Mois précédent qui était très dur, un mois d'août, dans lequel on est allé chercher toute la liquidation jusqu'au 49 300, qui avait fait vraiment très mal sur BTC, surtout sur les alts, hein, beaucoup de liquidation sur les alts, et on est allé chercher toute cette partie-là, et on est reparti à la hausse. Et du coup, est-ce que sur les alts, on est reparti aussi fort? Bah, j'ai envie de vous dire, la dominance, elle est en train de baisser, pas tant que ça. D'accord, on voit très bien que durant toute cette phase d'août, la dominance était plutôt dans les niveaux des 57, et là, on a fait un top dans les alentours de 58,5, mais on retourne dans cette zone-là, mais c'est pas encore ça, parce que tout simplement, quand on regarde le momentum, on voit qu'on a certaines alts qui compensent, mais la majorité reste quand même en sous-performance. Donc, on a une structuration du cours qui se fait un peu entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que BTC reste bien leader et que BTC, lui, se dirige d'une certaine façon. Il y a certaines alts qui arrivent à accrocher BTC dans son expansion haussière, et il y en a plein qui restent au fond, et qui n'arrivent pas à se redresser. On fait un petit coucou à Atom, au fond de la classe, bien évidemment. On se regarde depuis assez longtemps en se demandant quand est-ce qu'il va réagir. Et ça montre aussi que du coup, on a un marché des altcoins qui est peut-être plus distendu qu'autrefois, et dans lequel il va peut-être avoir une réflexion intéressante à faire sur la composition du portefeuille avec le choix des cryptos. Est-ce que c'est trop tard? Encore une fois, je vous rappelle toujours la même chose. Le meilleur moment, c'était à la création de Bitcoin. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui.
d'accord? Donc encore une fois, il est jamais trop tard, il faut juste réfléchir aux différentes conséquences que l'on doit avoir ou que l'on peut avoir, et à partir du moment où vous avez réfléchi à ces conséquences-là, et que vous avez bien conscience des risques que vous prenez, que ce soit en cas d'accélération ou en cas de baisse, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, on peut agir directement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire, on like, on partage et on s'abonne, et on se retrouve très vite.